Allô? Ouais, le club. Oui, bonsoir, cher grand maître. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Au moins, vous m'appelez, j'étais encore au cabinet là. Non, il faut me tutoyer, hein, c'est la Au moins, vous famille. pouvez envoyer le message. Oui, il faut me tutoyer, cher grand maître. ou bien je peux, ou bien je peux aller en prison. Ou bien il y a une loi encore pour dire si on tutoie, on peut aller en prison. Non, pas du tout, pas du tout, pas du Non, tout, je plaisante. pas du tout. Comment allez-vous? Sinon, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Oui, ça va très bien. Et la journée de votre côté? Dis-moi. Ouais, ça va, tranquille là. Ah, Dieu Ça merci. va. Dieu merci. Et donc, vous avez la parole et Oui. surtout quand on vous consulte, c'est relativement à l'état de la justice en Côte d'Ivoire. Et la D'accord. dernière fois, j'avais posé une question de savoir, Makosso avait fait une affirmation disant qu'il a dit ainsi, je m'en fous de la nationalité ivoirienne, je m'en fous de cette nationalité, si vous voulez, vous pouvez me l'arracher. Et selon moi, en tout cas, c'est une déclaration volontaire. Est-ce que sur cette base-là, il peut être déchu de la nationalité ivoirienne? Non, la déchéance de la nationalité ivoirienne, non, dépend de la manière par rapport à laquelle on a acquis cette nationalité-là. Ok. Bon, Makosso, je ne connais pas bien sa situation, mais je me dis que il doit être né ivoirien, peut-être au minimum par sa mère. Son père, bon, vu le nom, patronyme, je me dis peut-être qu'il est congolais, mais il doit avoir sa mère. C'est une hypothèse d'avance, qui est Effectivement. ivoirienne. Or, en Côte d'Ivoire, un ivoirien, celui qui est de père et de mère ivoirien ou de père et ou de mère ivoirienne. C'est-à-dire que soit les deux parents sont ivoiriens ou l'un des deux parents sont ivoiriens. Ivoiriens, pardon. Donc ça suffit pour qu'on soit ivoirien, et au même titre que ceux qui sont ivoiriens de père et de mère. Donc à partir du moment où on est né on est né ivoirien, on ne peut pas être déchu de la nationalité. Ok. La déchéance de la nationalité est possible que lorsque vous avez une double nationalité, après la nationalité ivoirienne. Ou alors vous avez acquis la nationalité par naturalisation, soit par mariage, soit par simple demande. Voilà. Donc, pour me résumer, supposer que Makosso est au moins un parent ivoirien, notamment sa mère, et ce qui fait que, par conséquent, il est ivoirien de naissance, au même titre que tous ceux qui ont les deux parents ivoiriens, et dès lors, on ne peut pas lui retirer la nationalité. Voilà. On ne peut pas créer de l'apatridie à lui retirer la nationalité. Il est né ivoirien, on va lui retirer la nationalité. Ok. Voilà. Je crois que ça, maintenant, je prends l'hypothèse inverse. Makosso, sa mère, qui est étrangère, son père est étranger, donc il a retenu la nationalité, soit par demande de naturalisation ou par mariage. Donc, on peut lui retirer la nationalité s'il commet des actes qui sont contraires à l'intérêt du pays. Ou s'il a commis un acte de haute trahison, il peut avoir une déchéance de la nationalité dans ce cas-là. Voilà. Okay. Donc, pour tout dire, bon, j'expose les conditions dans lesquelles on peut retirer la nationalité. Voilà. Et là, c'est déjà bien. Donc, à Makosso, voilà. Je crois que ça, c'est bien compris. Mais aujourd'hui, vu déjà le comportement même de l'individu et de ce que tout le monde sait déjà, de façon juridique, est-ce que ces actes, ce qu'il pose actuellement ou même qu'il a eu à poser, est-ce que pour un praticien du droit que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire les éléments sur lesquels on pouvait se baser pour pouvoir poser une plainte contre lui? Non, Makosso, il est parfaitement possible. On peut le poursuivre facilement. Parfaitement. Déjà d'abord, par le fait que il se met en scène, insulter. D'abord, on peut le pousser pour injure publique. Parce que quand on a suivi un peu ce qui s'est passé, lorsqu'il allait aborder le drapeau camerounais, se mettre à t-shirt du Cameroun, et que les gens lui ont reproché, dans un direct, il a commencé à insulter les Ivoiriens, il a traité les Ivoiriens de brutolaires, il a traité les Ivoiriens de pourvolo, il a dit plein de choses. Et puis, des mots indécents comme mère, machin, tout ça là. Donc, injure publique, on peut le poursuivre par rapport à ça. Maintenant, dire qu'on peut le poursuivre parce qu'il allait envoyer un drapeau ou un t-shirt, un maillot camerounais,
Bon, ça, franchement, ça serait un peu trop exagéré. Parce que là, ce n'est pas un acte de trahison en tant que tel. Voilà, le fait de porter un maillot, on voit tout le monde, plein de personnes qui peuvent porter des maillots de la France, du Cameroun, machin, tout ça là. Donc ça, je ne vois pas comment on peut qualifier ce délit-là. Okay. Mais je ne pense pas qu'il y en ait des éléments pour le poursuivre sur ce chef-là. Okay. Maintenant, concernant les propos là, on peut le poursuivre par rapport à ses propos. Les propos qu'il a eu à tenir. Même il y a des gens même qui sont levés aujourd'hui, depuis un moment, et qui demandent même qu'on le poursuive. J'ai vu la fois dernière une université qui demandait qu'on le poursuive. Même j'ai mon jeune confrère, Koulman Mamadou, qui avait demandé que le procureur se saisisse de l'affaire Bakosso parce qu'il passe son temps à injurier, à raconter des poussières. Voilà. On le poursuit par rapport à ça. Ok. Et donc, en un mot, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui se sentent capables, sans attendre le ministère public, peuvent poser aujourd'hui plainte contre Makosso pour injure publique. Bon, tous les Ivoiriens, c'est un peu compliqué. Dans le cas d'espèce, puisque n'a pas dire le nom de quelqu'un individuellement, parce que pour agir, pour avoir un intérêt pour agir. Donc, le procureur serait mieux placé pour se saisir de l'affaire, pour le poursuivre. Maintenant, s'il disait éclairer un temps, donc éclairer sur l'œuvre, pour le poursuivre. Maintenant, comme il a parlé de manière générale, donc c'est le procureur qui serait mieux placé pour poursuivre Makosso dans ce sens-là. Ok, là c'est bien compris. Parce que même si vous levez pour le poursuivre, est-ce qu'il a dit votre nom? Non. Non, il a parlé des Ivoiriens. Mais est-ce que, en quoi, c'est vous le représentant des Ivoiriens? Donc ça pose un problème. Ça pose problème. Voilà. Ok. Ça pose un problème. Parce qu'en matière de justice, pour agir, il faut avoir un intérêt direct. Voilà. Ça veut dire qu'il faut avoir un intérêt pour agir. Là, c'est bien compris. Donc, voilà, en gros. Et maintenant, voilà. Pour que le procureur puisse se lever, est-ce que des Ivoiriens peuvent essayer de le contacter ou bien, à partir du moment... Oui, ça, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc... Les Ivoiriens peuvent... les vidéos là même. Les vidéos. Parce que ce que vous voulez savoir, en matière pénale, c'est-à-dire que chaque citoyen, lorsqu'il est en connaissance d'une infraction, il peut saisir les autorités, ils peuvent signaler, peuvent faire des signalements au procureur de la République. C'est-à-dire que les Ivoiriens peuvent se lever, les vidéos là, insultantes, où il injure le peuple ivoirien, on peut envoyer ces vidéos là, ou bien ces écrits là au procureur de la République et demander au procureur de la République qu'il puisse tenter une action contre lui. Donc ça c'est possible, c'est parfaitement possible. Ok. Et donc, si vous me permettez, il y a quelqu'un qui disait, donc procureur, fais ton travail. Monsieur Fofana, ce que j'aimerais vous dire, il y a des procédures et Maître a bien expliqué. Ça veut dire que c'est nous qui devons motiver la réaction du procureur. Voilà. Parce que déjà, on a entendu surtout que c'est nous-mêmes, les partisans même de l'inutile qui sont beaucoup. Moi, je ne vais jamais, je suis jamais là-bas. Mais vous qui avez toutes ces vidéos-là, emmagasinez-les le plus. Et si vous êtes à Abidjan, allez déposer ça au bureau du procureur avec la motivation. Voilà. Ça sera encore plus intéressant. C'est comme ça se passe. Voilà. Effectivement. Vous avez bien vu. Merci beaucoup, Maître. Parce que pour terminer sur ce point-là, le procureur, c'est vrai que c'est un super complot. Il n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ne sont jamais connectés sur Facebook. Donc, il n'est pas forcément informé de tout, en temps et en heure de tout ce qui se passe. Donc, il appartient aux citoyens qui se sentent offensés, blessés par les propos de ce monsieur-là, de mettre en place une stratégie, c'est-à-dire qu'il réunit tous les éléments, c'est-à-dire que les postes qu'il a eu à faire les captures d'écran, aller déposer, comme vous l'avez dit, si bien dit, au bureau du procureur. Voilà ce monsieur qui passe son temps à insulter publiquement les Ivoiriens. Donc le procureur est en droit d'intenter une action contre lui par rapport à ces éléments-là. Vraiment, merci beaucoup, Maître. Je crois que ça, c'est bien compris. Et pour ne pas abuser de votre temps, puisque vous venez de quitter le cabinet à Paris, j'allais vous poser une dernière question. Et chers auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. À Maître, je vais poser. Cher Maître, j'aurais voulu vous demander, aujourd'hui, vu l'état global, qu'est-ce que vous, en tant que praticien du droit et connaissant bien la société ivoirienne, aujourd'hui, au vu même de la société ivoirienne et surtout du fait même qu'il y a eu prescription sur les crimes de 2010, aujourd'hui, comment percevez-vous l'état de notre justice? Et quels sont les... Oui, d'accord. Allez-y, terminez. Et surtout, quelles sont les stratégies que les victimes devraient adopter maintenant pour pouvoir ne plus être victimes doublement de certaines situations qui font beaucoup plus que mal? Bon,
ce que vous devez comprendre, la fois dernière, comme on avait abordé ça, brièvement, c'était 2010, non? 2010. Donc, les crimes, la prescription, c'est 10 ans. Donc, à partir du moment où on n'a pas été en action, au cours de ces 10 ans-là, donc ces crimes sont prescrits. Mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que ce sont les crimes les plus graves qui sont classés sous le joug de l'imprescriptibilité. C'est-à-dire que ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Et que soit le nombre d'années, on peut revenir toujours sur ces crimes-là. Donc, ça, c'est des crimes de génocide, les crimes contre l'humanité en tant que les crimes d'agression et autres crimes-là, qui sont imprescriptibles. Donc, pour ne pas que ce genre de situation arrive, c'est-à-dire dès que les gens ont connaissance ou sont victimes d'un acte criminel, la première des choses, c'est de commencer la procédure. À partir du moment où vous avez commencé la procédure, même si la procédure a duré dans le temps, à partir du moment où vous avez passé la procédure dans le délai de prescription, même si le délai passe, on peut toujours poursuivre. Je prends un exemple, par exemple. Ceux qui ont été victimes des exactions en 2010, même s'il suffisait qu'il intente une action en 2019, et qu'aujourd'hui nous sommes en 2009, et que rien n'a été fait, à partir du moment où ils ont saisi le commissariat, ils ont porté plainte, ou ils ont saisi le procureur, même si l'affaire n'a pas bougé, aujourd'hui là, ils étaient en droit d'activer leur action, leur plainte, pour que ça aboutisse. Donc il n'y a plus de prescription parce qu'ils sont intervenus dans le délai. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie-là. Je comprends très bien. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes nos victimes qui sont là, ou des personnes qui se sentent victimes, la première chose que vous devriez faire, c'est d'aller au moins dans un commissariat pour avoir une plainte à main. Voilà. Et c'est que mettre... Ça, c'est le début de l'action. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, même si c'est le dernier mois avant la prescription, à partir du moment où vous avez fait cette action-là, même si après on passe au-delà du délai de prescription, vous avez agi dans le temps et que l'affaire peut se poursuivre. Donc on peut réactiver. On peut réactiver. Voilà. Même si quand vous avez fait, il n'y a pas eu trop d'action, la justice n'a pas bougé ou le procureur ne s'est pas saisi de l'affaire, vous pouvez toujours réactiver parce que vous avez agi dans le délai. Ok. Maintenant, quelle est votre impression au niveau même de l'évolution de la justice en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez une impression que vous souhaiteriez nous donner? Bon, au niveau de mon impression sur la justice en Côte d'Ivoire, bon, je peux quand même dire que c'est l'une des faiblesses du régime actuel. Voilà, ça, vraiment, on doit avoir le courage de le dire. Mais je n'ai pas dit qu'avant c'était mieux. Effectivement. Mais nous, on souhaite que Ouattara rentre dans l'histoire vraiment avec dignité, avec honneur. On ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses au niveau même de tout ce qu'il fait comme développement économique, les infrastructures, tout. Mais au niveau de la justice, il y a quand même un petit problème. Il y a un petit problème dans la mesure où on a l'impression que la justice est à deux vitesses. Il y a une sorte d'impunité qui est accordée à certaines personnes et la justice se montre sévère vis-à-vis de d'autres. C'est pas bien. La justice doit être équitable. Tout le monde doit être l'équité, l'égalité devant la justice. Qu'on soit en plan, neige, qu'on soit riche ou pauvre, la justice doit s'appliquer de la même manière à tout le monde. Je prends vous vous rappelez, il y a eu des cas ici très flagrants. Des gens qui ont commis des actes criminels par rapport à la désobéissance civile. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en prison par rapport à cette situation-là. Alors que ceux-mêmes qui étaient au débat, qui lançaient les mots d'ordre, qui ont incité, qui ont nourri le cerveau de ceux qui sont allés commettre ces actes-là, sont en totale liberté. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a eu récemment des cas de détournement. Bon, on peut dire que la justice prend son temps. Mais quand même, il est aberrant que des gens qui ont été convaincus, je ne connais pas le dossier, mais par rapport à tout ce qui se raconte, au moins il devait avoir une information judiciaire pour savoir réellement ce qui se raconte est vrai. Bon, on a l'impression que rien ne bouge à ce niveau-là. Ça veut dire même l'information même ne passe pas. Ouais, vas-y. Non, je veux dire que même au niveau même de l'information, ça ne passe pas comme il se devrait. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, et là, la fois dernière, il y a M. Saïd Penda que
que j'appréciais avant, mais je trouve qu'il est en train de mélanger un peu le métier de journaliste d'investigation au métier de procureur, qui se permet de faire des enquêtes, qui permet d'accuser les gens ou de condamner, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a le principe de la présomption d'innocence. À partir du moment où, même si on vous reproche les choses, à partir du moment où vous n'avez pas été jugé, condamné, vous êtes présumé innocent. Donc, il tient des affirmations, il accuse à tort à travers. Et la fois dernière, on demande au ministre, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication, mais il tient des propos quand même surprenants. Il dit oui, que bon, on ne devrait pas écouter ce que ce monsieur a dit, tout ça là. Mais c'est grave. C'est grave. Soit ce qu'il dit est vrai, soit c'est faux. Si ce qu'il dit est vrai, il faudrait que le peuple sache réellement s'il y a eu des détournements de ce côté-là. Si ce qu'il dit est faux, il faudrait qu'il arrête. C'est-à-dire qu'il doit être poursuivi pour diffamation. On ne peut pas quand même passer de pète à profit ces gens de propos qui accusent certaines personnalités du pays et ça laisse des traces dans la mentalité collective. Et c'est ce qui nourrit le soupçon de justice à deux vitesses. C'est l'attitude même des gouvernants qui fait qu'aujourd'hui, les gens doutent de l'efficacité de notre justice. Nous, praticiens de droit, vraiment, on souhaite que la justice soit pareille pour tous. C'est-à-dire que celui qui commet une infraction, il faudrait qu'il soit poursuivi, jugé. S'il est innocent, il sera déclaré innocent. S'il est coupable, il sera condamné. C'est ce qu'on veut dans ce pays-là. Il faudrait que l'impunité cesse. Si vous voyez qu'on se trouve dans cette situation où les gens sont prêts à recommencer, c'est parce qu'il y a toujours eu une prime à l'impunité en Côte d'Ivoire. Surtout en matière de criminalité politique. Les gens savent qu'après, il y aura des lois d'amnistie, ou il y aura des arrangements comme ce qui se passe actuellement. Des gens qui ont commis des actes criminels qui sont en liberté. On ne connaît même pas les statuts. Ils sont poursuivis par le procureur, mais ils sont en liberté. Voilà. Donc, ça ne donne pas un bon sentiment. Il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on soit suivi au niveau de la justice. Voilà. Ceux qui sont coupables, ils soient jugés, condamnés. Ceux qui sont innocents, ils soient libérés. Il ne faudrait pas qu'on fasse juger pour deux mesures. Juger toujours un seul camp et puis laisser les autres. Voilà. C'est ce que moi, j'ai observé. Et mon autre rôle en tant que garant du système judiciaire. Quand on dit garant du système judiciaire, nous, on veut que le système judiciaire en Côte d'Ivoire soit vraiment au top niveau. Donc, on se fait fort de critiquer. Souvent, les gens viennent nous insulter. On émet des critiques. Mais nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que le président Ouattara rentre grandement dans l'histoire. C'est-à-dire, partout où il y aura des défaillances, où il y aura des failles, on aura toujours le courage de les mettre sur la table, attirer leur attention pour qu'ils arrivent à les prendre en compte et à apporter des corrections. C'est pas qu'on est contre le régime, non. Non, on veut juste que le régime corrige ses défaillances et que au niveau de la justice, personne n'ait peur de la justice. Au contraire, même la population, le citoyen, ait confiance à la justice. Quand le citoyen est victime d'une infraction ou d'un délit, il faudrait que le citoyen sache que s'il veut saisir la justice, au moins, il y a l'État qui le protège à travers cette justice-là. Voilà, en gros, éclaireur, ce que je pense de cette situation-là. Ok. Notamment au niveau de la justice. Merci beaucoup, et je crois que c'est bien compris. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'attitude de notre justice face à M. Laurent Gbagbo, qui a sur sa tête une épée de Damoclès relativement aux condamnations sur les crimes commis à la BCEAO, mais qui est en liberté. Et un tel... je voulais savoir, une telle attitude, par exemple, pour moi qui ne connais pas du tout le droit, ça me confond. Je me mets à la place des citoyens lambda. On nous dit que souvent, quand le gouvernement, j'ai vu des propos du ministre de la Communication, lui rappeler qu'il n'est pas un individu sain socialement parce qu'il y a une justice qui est pendante sur sa tête. Mais en même temps, l'individu est dehors et il semble être membre à part entière même qui doit décider de la vie des Ivoiriens parce qu'il dirige un parti et en même temps, il donne des décisions qui influencent même l'état de notre nation. Est-ce que vous pensez que c'est une faille de la justice ou bien d'où vient ce problème-là? Est-ce que ce sont les autorités politiques? On revient au point de départ. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Normalement, M. Gbagbo, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Décision définitive. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il devait se
se mettre à la disposition de la justice, où le procureur devait lancer un mandat d'amener, mandat d'arrêt, ou mandat d'amener, parce que mandat d'arrêt, c'est généralement quand on ne sait pas où tu es, on te recherche. Maintenant, à partir du moment où tu es là, on appelle ça mandat d'amener, c'est-à-dire que l'amener et le mettre l'incarcérer. Maintenant, si on peut faire une exception, compte tenu de l'âge, la santé de la personne, mais dans ce cas-là, pour ne pas que ça laisse un sentiment d'impunité, il faille que soit on passe par une loi d'amnistie qui a encore une prime à l'impunité, ou alors une grâce présidentielle, c'est-à-dire que les graciers, mais la condamnation reste. Mais l'amnistie et la grâce présidentielle, il y a une différence. L'amnistie efface tout. C'est-à-dire que tu redeviens vierge. Si je puis m'expliquer comme ça. Oui. Maintenant, or, la grâce présidentielle te met en liberté, mais n'efface pas ta condamnation qui devait sur ta casier judiciaire. Fort de cela, M. Gbagbo n'a pas bénéficié ni de la grâce présidentielle, ni de l'amnistie. Mais heureusement, aujourd'hui, il dirige un parti politique. Or, en Côte d'Ivoire, pour diriger un parti politique, il faut être en fonction de ses droits civiques. On se rappelle que quand il a déposé sa candidature pour être candidat aux élections présidentielles, justement, sa candidature a été écartée à cause de cette condamnation-là. Justement. Parce qu'il a perdu ses droits civils, ses droits civiques et politiques. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu ses droits civiques et politiques arrive à organiser un congrès, créer un parti, arrive à diriger ce parti? Bon, on me dira que est-ce qu'il a eu le récépissé? Parce que, bon, effectivement, après la création du parti, il faut déposer les statuts au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur vérifie si ceux qui dirigent le parti politique ont le droit de diriger le parti politique avant de rendre une décision. Bon, ce qui se passe actuellement, qui risque de créer des problèmes, c'est que dès le départ, il aurait fallu signifier à M. Gbagbo que non, monsieur, votre condamnation n'a pas encore été graciée, n'a pas encore été amnistiée, vous ne pouvez pas diriger un parti politique, d'autant plus même qu'il y a une jurisprudence qui est là, qui s'applique à vous. Vous avez été écarté des élections présidentielles récemment, justement à cause de cette condamnation. Mais on le laisse faire, on dit quand même le parti au pouvoir invité va participer même au congrès, alors qu'on sait bien qu'il n'a pas le droit de diriger un parti politique. Mais demain maintenant, si on veut venir appliquer la loi, que diront les uns et les autres? Non, parce que M. Gbagbo est dangereux, parce qu'ils ont peur de lui, on empêche qu'il soit candidat, ou on empêche qu'il fasse. En fait, nous-mêmes, nous mettons dans des problèmes à travers ce genre de comportement. Si on veut aller à l'apaisement, à la paix, il faut décider. On ne peut pas rester dans cette situation de flou-là, et une décision qui est là, qui est à l'autorité de la chose jugée. On sait bien qu'il ne peut pas diriger un parti, on le laisse faire. Et demain, si on l'empêche et on ressort la condamnation, vous voyez que ça ne sera pas trop cohérent avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est pourquoi je demande à ce que nos autorités, notamment les autorités judiciaires, soient vraiment claires dans leur démarche. Soit la loi s'applique, la loi ne s'applique pas. Une fois il y a une condamnation, soit la condamnation s'applique. Si ça ne s'applique pas, on peut prendre des mesures pour les effacer. Là au moins, il n'y a pas de doute dans la tête des gens. Voilà. Donc ça donne le sentiment comme vous l'avez dit tout à l'heure là, de faire pencher, ou de faire planer sur la tête de M. Gbagbo une sorte d'épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'on le laisse faire, on attend au dernier moment pour faire sortir cela. Mais ça ne sera pas très intéressant parce que ça peut créer encore des difficultés du point de vue politique et puis les gens peuvent crier à mascarade ou à l'acharnement. Donc c'est pas bien, ça peut être source de tension et source de problèmes par rapport à la situation de paix que nous vivons aujourd'hui. Et la situation risque de se dégénérer par rapport à ça. Donc, en gros, voilà, en ce qui concerne M. Gbagbo. Vraiment, merci beaucoup, Maître, parce que cette situation d'ambiguïté et de flou, comme on le dit, là où il est flou, forcément peut s'y cacher un loup. C'est clair. Voilà. Et maintenant, la dernière question que j'allais vous poser pour ne vraiment pas abuser de votre temps, c'était concernant nous-mêmes. Parce que nous avons, on a les mêmes idées en fait, que la justice est lente et elle n'a pas une position cohérente selon les individus. Voilà. Et donc, en même temps, nous nous mettons dans la peau des victimes pour estimer que la justice n'évolue pas rapidement dans ce qu'elle est en train de faire. Et il y a des avis contradictoires qu'on reçoit
D'autres nous disent, vous êtes des radicaux. Et dans le même temps, d'autres nous disent, comment est-ce qu'on peut aller plus vite que cela? Les mêmes personnes que nous... Parce qu'un homme radical, c'est celui qui veut une solution sur le champ. Alors que nous disons que non, il faut appliquer les méthodes qui sont là et quitter dans ce flou-là parce que ça ne fera que nous coincer davantage et devant l'opinion nationale et devant, parce qu'on a aussi des engagements à l'international, ça va nous condamner tôt ou tard sur le long terme sur tous ces aspects-là. Et donc, est-ce que nous sommes dans une bonne posture dans notre logique ou bien nous sommes carrément dans l'excès et donc dans l'extrémisme? Non. Ça dit que c'est pas qu'on est dans l'excès ou dans l'extrémisme. On veut quand même que les choses soient claires. Effectivement. On veut pas quand même que la population ait le sentiment qu'il y a un flou et qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais je reviens encore sur le cas d'un monsieur comme Afri-Guessan. Afri-Guessan, tout le monde l'a vu. Il était vraiment le porte-flambeau même de la situation de désobéissance civile qui a occasionné ça et 4 morts. Mais pendant que les autres sont emprisonnés, il est là. Le procureur a dit la fois dernière que tous ceux qui ont été impliqués peuvent être poursuivis. Mais il est là, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Mais demain, si on veut le poursuivre là, est-ce que ça va créer d'autres choses? Mais vis-à-vis, mais en dehors de ça même, le sentiment de ceux qui sont emprisonnés, ceux qu'il a incités à aller commettre des infractions et qui sont emprisonnés, qu'est-ce que ceux-là vont penser aujourd'hui? Où les parents vont penser? Bon, mais attendez, nos enfants sont en prison, nos maris sont en prison, ou nos soeurs sont en prison, mais celui-là même qui était impliqué dedans, lui, la liberté, ou bien parce qu'il mange à la table des grands, ou bien c'est les leaders politiques, donc eux, ils bénéficient d'une immunité pénale, entre guillemets. Donc, ce sentiment a toujours levé à la même chose, ne sent pas les deux poids de plus. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour les lois d'amnistie, mais je préfère que ça soit amnistié que de rester dans ce flou-là. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation qui est là, qui n'est pas appliquée, et bon, on est là, on ne sait même pas ce qui se passe. Au moins, si c'est amnistié, on sait que bon, ça a été amnistié, ok, on passe à autre chose. C'est ce qu'on recherche. Et il y a des situations qui ont eu lieu. On commence les enquêtes. Et après, il n'y a plus de suite. Et ça reste là comme ça. Mais quel sentiment ça crée au niveau de la population? Que la justice ne va pas au bout de ces secours. Mais lorsque les puissants sont procédés, et la justice est moins rapide. Voilà les affaires d'audit qui ont commencé depuis plusieurs mois. Bon, à part quelques personnes qui ont été arrêtées, des gens qui ont été cités, bon, on ne sait pas ce qui se passe, et s'il y a eu des enquêtes, rien. Alors que le petit délinquant de portable, le petit voleur de portable, on le prend, on le juge. Souvent, en comparaison immédiate, il est condamné, il est incarcéré à la prison. Mais quel sentiment cela peut dégager? Non, il y a deux poids, deux mesures. La justice est clémente lorsqu'il s'agit des puissants. La justice est sévère lorsqu'il s'agit des pauvres, des misérables. Donc, c'est ce qu'il faut bannir. Je prends le cas de la France où nous vivons. Vous voyez même les présidents de la République sont mis en garde à vue. Il y a aujourd'hui même un monsieur comme Balkany, Patrick Balkany, qui était l'ami de Nicolas Sarkozy. Il a été député maire d'une banlieue très riche. Les voilà opérés pendant des années. C'était des personnalités politiques très influentes. Mais aujourd'hui, il avait été condamné. On avait mis des mesures, des bracelets électroniques, on avait mis des conditions pour qu'il soit libéré par rapport à sa santé. Mais ils ont constaté qu'il n'a pas respecté. Rapidement, ils ont annulé la mesure qui a été prise et aujourd'hui, ils l'ont arrêté. Malgré son âge, c'est quelqu'un qui a dépassé la 70 ans et qui n'a pas de problème de santé. On dit que la justice doit s'appliquer, la justice s'applique. Voilà. Il faudrait que nos pays africains arrivent à ce niveau. Il faudrait que tout le monde, que tu sois puissant, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faudrait que tout le monde ait peur de la justice. En même temps que tout le monde ait confiance à la justice. C'est-à-dire peur de la justice. Ah, si je commets tel acte, ils ne vont pas tenir compte de mon statut, ils seraient jugés, ils seraient incarcérés, jugés et condamnés et incarcérés. Ou alors, moi pauvre, c'est pas parce qu'il est puissant, il a commis tel acte. Ou bien il m'a escroqué, ou bien il a commis tel acte vis-à-vis de moi. Et de toute façon, je me dis, mais si c'est la justice, non, il ne faudrait pas qu'on n'ait pas ce sentiment. Voilà, le monde là se dit que seule la justice est la boussole.
Et seule la justice peut préserver mes droits. C'est sur ce à quoi on doit lutter. Voilà l'éclaireur. Ok. Et il y a Mme Maki qui posait une question de savoir, pour pousser la suite des enquêtes du CNT, qu'est-ce que les victimes peuvent faire pour obtenir le jugement aujourd'hui? Bon, les victimes déjà, je conseille aux victimes parce que unis, on est plus fort. Individuellement, c'est compliqué. Ils peuvent se regrouper en collectif. Collectif des victimes de la désobéissance civile, par exemple. Choisir des avocats et tenter des actions en justice contre les auteurs de ces actes de désobéissance civile. Essayer de pousser l'affaire de sorte que, même s'ils sont en liberté, des gens qui ont donné les bons d'ordre, comme les Africains, même s'ils ne sont pas emprisonnés, au moins sur le plan civil, ils soient condamnés à réparer les dommages qu'ils ont causés. Ça, c'est une possibilité. Il y a plein d'avocats, les avocats sont là, tout ça. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas rester dans son petit coin pour dire oui, bon, ça va aller où, tout ça là. Il faut intenter des actions et puis faire de la communication autour de ça. À partir du moment où il y a la communication autour de ça, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Ok. Mais moi qui suis un pauvre citoyen qui n'a pas les moyens de me prendre un avocat, est-ce que je peux toucher des avocats d'État qui sont commis d'office? Les commissions d'office en Côte d'Ivoire, ça existe en Côte d'Ivoire. C'est parce que les gens ne sont pas informés. C'est vrai que ce n'est pas bien payé. Ça fait que beaucoup d'avocats refusent. Mais il y a des avocats qui sont prêts. Et puis il y a des avocats aussi. C'est parce que les gens ne s'intéressent pas trop. Il y a des avocats qui ne cherchent pas forcément à s'enrichir ou à avoir de l'argent sur le dos des clients. Il y a des avocats qui, bénévolement, essaient d'aider des pauvres qui ont été victimes. Des gens qui ont été victimes. C'est-à-dire qu'ils attendent même, lorsqu'il y a eu condamnation, ils préfèrent qu'après les procès, ils soient rémunérés. Et on peut condamner ces personnes-là mises en cause à payer les frais d'avocat des victimes. On appelle ça les frais irrépétibles. C'est-à-dire que les dépenses que l'avocat lui a fait, on demande à la justice de condamner ces personnes-là à payer ces frais-là. Tout ça, ce sont des possibilités. Voilà. Et puis, il y a des avocats aussi qui sont prêts à aider comme ça. Moi, ça m'arrive beaucoup de fois d'aider des gens, de prendre des dossiers, les traiter, sans me dire que bon, la personne... Je ne cherche même pas à savoir si la personne peut me payer ou pas. Mais je le fais par mon idéal de justice. Je me dis que tout le monde n'a pas les moyens pour se prendre un avocat. Le métier d'avocat, c'est un métier qu'on a choisi par vocation. C'est un métier qu'on a choisi par amour. C'est un métier qu'on essaie d'exercer pour que vraiment il y ait une justice. Quand on prend serment, on prend l'engagement de défendre tout le monde. Le riche, le pauvre, la prostituée, la veuve, la violée, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a droit à être défendu. Qu'on soit pauvre, misérable, riche, on a droit à être défendu. Voilà. Donc, c'est pas forcément... Il ne faut pas que les gens aient peur. Non, les avocats, non, ils sont riches. Donc, essayez de rentrer en contact avec les gens. Il y a des avocats qui sont prêts. C'est pas, j'ai pas dit que c'est tous les avocats. Il y en a qui s'intéressent qu'à les honorer. Mais il y a des avocats qui ont une idée de justice. Et puis, il y a des associations d'avocats, avocats sans frontières, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire, mais je connais des pays où il y a des avocats sans frontières, avocats pour tous. C'est-à-dire que les gens viennent les voir, quand il s'agit des droits de l'homme, machin, tout ça là, quand les avocats ils sont regroupés dans l'association, ils essaient d'aider, de défendre, sans rien attendre. Voilà. Donc moi, c'est l'une de mes missions, peut-être plus tard. Parce que je vous ai dit la fois dernière, je compte m'installer au pays. Bon, je me dis que peut-être avec l'avis de certains confrères, avec certains confrères, on va décider de mettre ces gens de structure en place, ne serait-ce que pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de se trouver un avocat, les aider. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. En tout cas, je songe à ça. Merci beaucoup, maître. Et donc, vraiment, votre entretien avec nous ce soir a été tellement enrichissant. Et je voudrais vous dire merci.
Et surtout, tout ce que vous aviez dit là, on va recouper et mettre ça pour que les gens puissent entendre. Parce qu'il y a tellement de choses utiles là-dedans. Et vraiment, merci. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et vous laissez votre conclusion. Bon, monsieur l'éclaireur, vraiment, je vous remercie. C'est toujours un honneur d'intervenir sur votre antenne. Je vous ai plusieurs fois dit, en matière de droit, dès que vous avez besoin d'un éclairage, vous avez besoin d'un avis, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si je peux, si j'ai le temps. C'est avec plaisir, parce que le rôle qu'on s'est assigné, c'est pourquoi je vous tire mon chapeau. Parce que vous ne lésinez pas sur votre temps. Chaque fois, vous êtes là et essayez d'éduquer nos populations. Essayez d'éclairer nos populations. Donc, le nom est bien choisi, éclaireur. C'est très important. Nous, tous, si on peut apporter quelque chose dans ce combat-là, nous savons qu'honneur, c'est avec toi. Donc, c'est pourquoi je me dis que ça me fait plaisir d'intervenir. Si ça peut apporter, si ça peut quand même éclairer, ne serait-ce que 2 personnes seulement, c'est important. Au moins, on a contribué à quelque chose. En tout cas, je vous remercie très chaleureusement. Continuez. Ce que vous faites là, c'est pas vain. Et puis le conseil, si je peux me permettre, que je vous donne, ne vous laissez pas intimider. Faites ce que vous avez à faire. Voilà, vous avez une position très objective. On n'est pas là pour lécher les bords, on n'est pas là pour accompagner les gens dans la bêtise. Si c'est bon, on applaudit. Si c'est bon, on applaudit, puis on est content. S'il y a des défauts, il y a des failles, il faudrait qu'on ait le courage de les dénoncer. Le fait de se taire, on pousse nos gouvernants à aller droit dans le mur, à commettre des erreurs. Donc, le fur et à mesure qu'on dénonce, qu'on arrive à émettre des critiques, ça permet à ces gouvernants de se corriger. Ne croyez pas que vous n'êtes pas suivi. Ils ne viennent pas directement vous suivre. Ils ont quand même des gens qui viennent écouter l'opinion, qui viennent sonder ce qui se passe. Tout ce qu'on fait là, ça a des remontées. Même s'ils ne viennent pas directement rentrer en contact avec vous pour dire oui, vous avez dit ça, machin, tout ça là. Mais ils en tiennent compte aussi. Ils sont avertis indirectement quelque part. Donc au moins, on arrive à contribuer à faire avancer les choses. Donc sans cela, vraiment, je vous remercie. Je vous souhaite bonne soirée. Je salue tous vos auditeurs. Et n'hésitez pas, dans les prochains jours, si vous avez d'autres questions, surtout en matière de droit, il n'y a aucun problème. Je suis disponible, vous m'appelez, j'interviendrai. Bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup, cher grand maître. Que la paix de Dieu demeure en vous et sur votre famille et bien des choses à tout le monde à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, chers parents, vous venez d'entendre tout ce que le maître a dit. On a parlé du cas Masokso, mais quand j'écoute très bien maître et que j'écoute Kokora, il y a quelque chose qui ressort parce que l'être humain, le mot humain, c'est celui qui sait évaluer la signification véritable et même le sens philosophique. Il y a deux éléments qui ressortent. Nous n'allons pas vers l'information. On peut dire tout de Kokora, on n'est pas d'accord avec lui ou qui n'est pas d'accord avec nous, mais c'est totalement normal, c'est ça même la nature de notre plateforme, la confrontation intellectuelle. Mais regardez ce que Maître a dit en conclusion et regardez ce que Kokora a dit en conclusion aujourd'hui. Nous-mêmes, on ne fait pas d'effort pour aller vers l'information. Et ça, acceptons de nous accuser. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y aura justice que ça veut dire que nous ne devrons rien faire. Regardez la conversation qu'on vient d'avoir avec Maître, il y a beaucoup de choses dedans. On dit, si vous voulez poser plainte contre Makosso, là, on peut le poursuivre pour injure publique. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous partez, vous prenez les captures d'écran, les écrans vidéo là. Il ne faut pas aller avec tout. Il faut prendre la partie dans le contexte. Il ne faut pas couper où il a insulté seulement les moments des gens. Le contexte aussi est important. Et si c'est peut-être en 5 ou 10 minutes, vous partez avec ça, vous déposez et vous demandez. Et ça va encourager le procureur à poser plainte contre lui. Et on a parlé aussi de l'état de la justice. On a parlé aussi de l'ambiguïté qui existe même dans le fonctionnement et dans la tenue même de la justice en Côte d'Ivoire. Et c'est surtout ça que nous critiquons parce que sur le long terme, ça va nous rattraper. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur. On a des observateurs internationaux, on a des engagements internationaux et eux, ils tiendront compte de l'hésitation des dirigeants actuels pour dire au niveau de la justice là, c'est pas trop ça. Et ça, c'est pas bon pour le docteur président. Et comme je l'ai dit, cette séquence-là, on va bien la découper et la mettre à la disposition de tout le monde. Mais faisons des efforts pour aller vers là où nous pouvons apprendre des bonnes choses. Parce que quand on vient sur Internet, si c'est pour venir passer 5 heures, 10 heures du temps,
pour rire ou bien pour apprendre des choses pour s'empoisonner. Ce n'est pas bon. Et ça, prenez votre temps et utilisez-le rationnellement et intelligemment. C'est vraiment très utile. C'est vraiment très utile. Et nous allons passer à notre grand maître Sundiata le Conquérant, qui va aussi nous édifier. Et soit dit en passant, je remercie tous les intervenants. Parce que chacun ici fait évoluer le débat dans un sens qui ne fait que nous étonner. Et c'est vraiment intéressant comme ça. C'est vraiment intéressant. Quand tu écoutes Kokora, tu seras totalement d'accord avec lui sur certains points. Mais à certains points aussi, tu ne seras pas d'accord. C'est des différences idéologiques. Nos parents qui ne sont pas là à l'école ne pensaient pas que Kokora est notre ennemi et ne pensaient pas que nous sommes l'ennemi ou même que quelqu'un cherche à humilier quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les divergences idéologiques. Si je prends par exemple la chrétienté, on a le protestantisme, on a le catholicisme et on a plusieurs démembrements jusqu'à rentrer aujourd'hui dans les églises éveillées ou réveillées. Quand on prend l'islam par exemple, il n'y a que deux branches fondamentales de l'islam. Il y a le sunnisme et il y a le chiisme. Et tous ceux qui ne sont pas chiites sont des sunnites. C'est un exemple que je prends. Mais parmi les sunnites maintenant, sur cette définition globale-là, regardez le nombre de différences entre les 4 grandes écoles même de pensée islamique qui existent. Est-ce pour autant qu'on va dire qu'ils sont divisés ou bien qu'ils sont opposés? Parce qu'à la fin de la journée, c'est des différences conceptuelles. Je prends un exemple par exemple. Quand pour certaines questions, c'est un exemple des plus banals que je prends. Quelqu'un qui n'a pas pu prier sa prière par exemple à l'heure. Et si vous partez par exemple dans d'autres écoles, eux vont vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut. Et chacun a des arguments. Mais le plus important, toi qui es l'auditeur, toi qui nous suis là, la première question que tu dois te poser, qu'est-ce que moi je prends pour sortir plus grand? Parce que Kokora aussi fait quelque chose, il faut en tenir compte. C'est un exemple que je prends. C'est que la même manière que nous donnons des arguments, le jour aussi quand on sera tenu d'être en face des opposants, on va aussi tenir compte de ces arguments-là aussi de Kokora pour essayer de rendre plus fort nos positions. Et donc, ce n'est pas mauvais. Il faut écouter toutes les obédiences et la connaissance n'est pas dirigée dans un seul sens. Et donc, en fonction des intérêts, vous pouvez la canaliser. Et Dieu merci, comme on a les opposants les plus nuls du monde, ça fait qu'on est très à l'aise dans le marigot. On n'a même pas de débat intellectuel avec eux. Mais c'est là aussi le piège parce que ça peut rétrécir notre capacité de pouvoir être efficace dans le champ des débats. Et donc, faisons beaucoup attention. Ce n'est pas parce qu'on a des opposants amorphes et improductifs qu'il faut penser qu'on est fort d'office. Et on va passer, comme je le disais, à Sundiata le Conquérant, qui va aussi nous édifier.